La théorie du récit a eu tendance, et c'est compréhensible, à minimiser le rôle des personnages. C'est un peu comme si, pour la théorie du récit, le personnage était simplement ce qui accomplissait l'action. C'est Aristote qui, dans la Poétique, va jusqu'à dire qu'on peut imaginer une tragédie sans personnage, mais on ne peut pas imaginer une tragédie sans action. C'est un peu curieux d'imaginer une tragédie sans personnage, mais ça montre quand même cette idée que pour les théoriciens du récit, l'action est première et que les personnages ne sont que les supports de cette action. Et Aristote le disait il y a quelques siècles, mais la chose demeure aujourd'hui. Jean Molineau disait encore récemment que les personnages sont des êtres agissants et que c'est ce qui les définit au premier chef. C'est bien sûr loin d'être faux de dire une chose semblable. Ce qu'on peut par contre ajouter, ou la nuance qu'on peut peut-être apporter, c'est que lorsqu'on se trouve devant des formes littéraires assez simples, de l'ordre du conte de fées par exemple, c'est bien certain que le personnage va être strictement limité à l'action qu'il va accomplir. Il n'y aura pas davantage d'épaisseur psychologique, il n'y aura pas d'autres éléments que cette action. Donc si on prend pour matériel de base de la réflexion, c'est certain qu'on va être amené à penser le personnage comme strictement fonction de l'action. En revanche, si on jette un coup d'œil dans le premier roman venu, le personnage demeure évidemment relié à un certain nombre d'actions, mais il gagne en épaisseur psychologique, il gagne en épaisseur intérieure, il gagne en épaisseur relationnelle, il gagne en expérience du temps. Bref, le personnage finit par expérimenter un certain nombre de choses qui vont au-delà de l'action, ou qui peut-être partent d'elle, mais finissent par aller un peu plus loin que le simple agir, la simple face externe de l'action. Donc il va s'agir pour nous, somme toute, de bien être capable de penser les personnages par rapport à l'action, puisque c'est probablement au premier chef ce à quoi ils sont liés et c'est ce qu'on trouvera le plus fréquemment, mais aussi voir dans quelle mesure ils peuvent, peu ou prou, sur le plan théorique, s'émanciper de la stricte question de l'action pour commencer à intégrer d'autres dimensions de l'expérience humaine, parce qu'il y a effectivement d'autres dimensions de l'expérience humaine, l'affect, le désir, la mémoire, l'expérience du temps, l'expérience de l'oubli, la parole aussi jusqu'à un certain point si on prend quelqu'un comme Nathalie Sarraute. Bref, toutes sortes de dimensions de l'expérience humaine peuvent être explorées par la fiction narrative. Donc ce qu'on va essayer de voir dans ce module-ci, ce sont les assises narratives du personnage, son rapport direct et immédiat à l'action, et les moyens qu'on peut avoir de le penser au-delà de la seule action. À juste titre, le personnage a souvent été considéré en fonction du rôle qu'il occupe dans l'action. Une des formulations les plus populaires de la théorie du récit, c'est le schéma actantiel qu'on a retiré de la pensée de Grémas. Peut-être qu'il a été grandement simplifié et peut-être que ça n'est pas la partie la plus intéressante de sa réflexion sur la narrativité, mais c'est néanmoins un élément avec lequel bon nombre de personnes sont familières. Donc les rôles de sujet, d'objet, de destinateur, de destinataire, d'adjuvant et d'opposant. Je ne rentre pas dans le détail de ce schéma actantiel, mais je le mentionne simplement pour montrer qu'effectivement, la théorie du récit a essayé de penser le personnage clairement dans la fonction qu'il occupe par rapport à l'action. En gros, ce que ça signifie, c'est que sitôt que nous avons une action qui est représentée et des personnages qui sont liés à cette action, on essaye de regarder les personnages pour voir ce qu'ils apportent positivement, négativement, de toutes sortes de manières à l'action qui est accomplie. Alors on a évidemment au premier chef le personnage qui accomplit l'action. C'est sans doute le plus facile à identifier et à nommer, mais cela étant, il y a toute une constellation de personnages qui gravitent autour des différentes actions. Dans le cas d'un roman policier, par exemple, on va se trouver avec deux actions principales, c'est-à-dire l'action qui a consisté à éliminer quelqu'un, s'il s'agit d'un meurtre, et l'action qui va consister à élucider le mystère, à savoir qui est le coupable, l'agent de cette première action. Dans la seconde action, vous allez avoir évidemment l'enquêteur ou l'enquêtrice comme personnage principal, ces différentes aides selon le contexte dans lequel on se trouve, l'aide pouvant être Watson et pouvant aller jusqu'à une équipe de spécialistes ou bien du comportement humain ou bien de l'analyse des indices avec toute une technologie. Vous avez bien sûr le coupable,
vous avez les suspects, vous avez d'éventuels supérieurs hiérarchiques du personnage, vous avez potentiellement d'autres enquêteurs, il peut y avoir des journalistes, il peut y avoir le shérif local, il peut y avoir le FBI. Donc, somme toute, ce que j'essaie de dire, c'est deux choses. D'une part, qu'il va falloir essayer de penser l'ensemble des personnages qu'on voit dans le cadre d'une action en fonction de l'action, en fonction du rôle qu'ils accomplissent dans cette action. La deuxième chose que j'essaie de dire, c'est que dans le fond, il va s'agir de voir chaque fois dans telle action précise, en fonction de la nature de cette action, des enjeux de l'action à l'intérieur du texte, quelles sont les fonctions des personnages, plutôt que de le faire à la lumière de schémas extrêmement généraux, comme le schéma actantiel. Si on prend le cas par exemple de la nouvelle La Dot, vers la fin de la nouvelle, le personnage féminin, Jeanne, discute rapidement d'une part avec le conducteur du bus et d'autre part avec son cousin, et l'un et l'autre lui disent que son mari est parti avec sa dot. Les deux donc à ce moment-ci ont la même fonction, ils viennent interpréter l'action du mari pour que la jeune femme, et incidemment le lecteur ou la lectrice, puissent comprendre ce qui s'est effectivement passé. Les deux ont la fonction d'interprète ou d'herméneute qui viennent donner du sens à l'expérience vécue. Si les deux occupent cette fonction, c'est bien parce que la jeune femme ne sait pas de quoi il retourne, n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et donc du coup, son manque de compréhension, sa difficulté à comprendre ce qui est en train de se passer, va être compensé par des personnages qui, eux, ont des habiletés interprétatives supérieures aux siennes. C'est donc dire que dans le cadre de cette fiction, à la lumière de ces enjeux, nous avons des types de personnages particuliers qui vont apparaître et qui vont avoir une fonction dans le cadre de l'action accomplie. On peut ici garder deux choses en tête. D'une part, le fait qu'un seul personnage peut dans un texte accomplir plusieurs fonctions. Il peut le faire de deux manières. D'une part, s'il y a plusieurs actions, il va avoir des fonctions différentes potentiellement dans ces différentes actions. C'est-à-dire qu'un personnage n'a pas nécessairement une fonction dans l'entier d'un texte. Il a une fonction dans chaque action. Si un texte représente 5 actions, potentiellement ce personnage pourra avoir au moins 5 rôles différents, 5 fonctions différentes par rapport à ces actions. Maintenant, à l'intérieur d'une seule et même action, un personnage peut avoir plusieurs rôles. Par exemple, Boule de Suif devait coucher avec le Prussien. C'est elle qui devait accomplir l'action, elle en était l'agent principal. Et d'un autre côté, elle ne souhaitait pas accomplir cette action. Donc elle était une force négative à l'intérieur de cette action-là. Elle a donc deux fonctions. Elle est la personne qui doit accomplir l'action et elle est la personne qui nuisait à cet accomplissement potentiel avec des réticences d'ordre moral. D'un autre côté, une seule et même fonction peut être accomplie par plusieurs personnages. Si on reprend l'exemple de La Dot, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez deux personnages distincts, le conducteur du bus et le cousin, qui ont une fonction qui est la même, une fonction semblable, qui consiste à interpréter l'action du mari de Jeanne. C'est donc dire d'une part que l'analyse doit être accomplie action par action, et d'autre part qu'elle doit voir personnage par personnage quelle fonction ils occupent. Est-ce qu'ils n'occupent qu'une seule fonction? Est-ce qu'ils partagent leur fonction avec d'autres personnages, etc., etc. Il est difficile de dire par avance combien de fonctions vont être nécessaires, combien de personnages vont être nécessaires, etc. Dans la mesure où c'est la manière dont une action spécifique est représentée qui va faire en sorte que certaines fonctions vont être requises, que certains personnages vont être requis et d'autres non. Si je prends le cas des nouvelles policières, par exemple, Sherlock Holmes est capable de repérer les indices et d'analyser ces mêmes indices, quels qu'ils soient. En revanche, si on va dans des fictions plus contemporaines et télévisuelles, là on va trouver tout un bataillon de personnages. Ceux qui vont repérer les indices sur la scène du crime, ceux qui vont faire l'analyse des indices physiques, ceux qui vont faire l'analyse des indices psychologiques, et ceux qui vont en bout de ligne réussir à relier tout ça. Donc, ce qui était une seule et même fonction dans les fictions de Conan Doyle devient une fonction occupée par plusieurs personnages, une fonction qui se divise, qui se spécialise et qui entraîne donc l'apparition de plusieurs types de personnages, de plusieurs corps de métier. Donc de part et d'autre, on a la même idée, c'est-à-dire qu'on est dans une fiction policière et donc il s'agit de trouver qui est le coupable, mais les caractéristiques des univers mis en scène font en sorte que dans un cas, un seul personnage va occuper toutes sortes de fonctions et dans l'autre, ces diverses fonctions vont être remplies par une multiplicité de personnages.
C'est donc dire que c'est chaque fois au cas par cas qu'il va falloir vérifier. Dans un roman policier qui mettrait l'accent sur la dimension psychologique, vous allez avoir des spécialistes du comportement, vous allez avoir des psychologues, vous allez avoir des psychanalystes, vous allez avoir des psychiatres. Ce qu'on trouvera assez peu dans une fiction policière qui mettrait davantage l'accent sur les indices concrets, sur les témoignages, sur les conflits entre les personnages. Donc chaque univers va configurer les différentes actions mises en scène selon ses propres nécessités et du coup va entraîner ses bataillons spécifiques de personnages, son système des personnages. Donc en somme, sur le plan de la fonction des personnages, il s'agit de voir action par action quels sont les personnages impliqués, et une fois que ces personnages ont été identifiés, il s'agit de voir la fonction, le rôle qu'ils remplissent par rapport à l'action qui doit être accomplie. Si on prend le cas de la serre, vous avez deux actions principales. Palmyre qui souhaite que Gustave se montre plus entreprenant, et vous avez d'un autre côté Gustave qui, croyant sa propriété violée, si j'ose dire, par un intrus, se met en tête de le chasser. Donc Gustave est le personnage qui, de part et d'autre, doit agir. C'est lui qui, motivé par son épouse, doit se montrer entreprenant, et c'est lui qui doit chasser l'ennemi qui a pénétré sa propriété. Palmyre se retrouve également dans les deux actions. Dans la première action, c'est elle qui essaye d'informer et de motiver Gustave, de faire en sorte que Gustave comprenne qu'il y a quelque chose à faire, comprenne la nature de ce qu'il y a à faire et veuille bien le faire. On pourrait dire que les compétences de Palmyre à cet égard sont relativement modestes puisque Gustave ne comprend rien. On pourrait dire aussi que les compétences de Gustave par rapport à l'action à accomplir sont relativement modestes puisqu'il entend bien que Palmyre veut quelque chose de lui, mais il n'arrive pas à savoir ce qu'elle veut de lui. Dans la seconde action, les rôles sont tout à fait différents. Gustave, lui, va chercher à chasser l'intrus, alors que Palmyre, de son côté, va être comme une espèce de témoin, victime potentielle de l'action de l'intrus, qui va craindre la disparition de son mari, qui va être persuadée même, à un moment donné, qu'elle ne le reverra plus. Donc elle est entre le rôle de témoin, de victime anxieuse de ce qui est en train de se passer dans cette seconde action. Donc on voit bien ici deux actions clairement distinctes, un seul et même agent principal de part et d'autre, un seul autre personnage présent, c'est-à-dire le personnage de Palmyre, même si la bonne pourrait être intégrée à la seconde action, mais en même temps des personnages qui, à la fois à l'intérieur de cet univers et en fonction des actions qu'ils ont à accomplir, occupent des fonctions tout à fait différentes selon les moments et selon les actions. Ceci nous amène à envisager un deuxième aspect du personnage à prendre en considération lorsqu'on analyse un texte littéraire. Il s'agit de la caractérisation, c'est-à-dire des traits qui sont conférés au personnage, les traits psychologiques, physiques, ses appartenances, qu'elles soient sociales, professionnelles, religieuses, etc. Bref, tout ce qui décrit le personnage à un moment donné. La théorie du récit veut, à juste titre pour une part, que les traits qui sont conférés au personnage soient strictement des traits liés à l'action à accomplir, que ces traits expliquent l'action, qu'ils favorisent l'action, qu'ils nuisent à l'action, bref, toute la psychologie, tout le physique, tout l'environnement social, familial, culturel, etc. du personnage va servir à donner sens à l'action, va avoir une fonction dans l'action que le personnage va accomplir. Comme je le disais plus tôt, c'est une manière de voir et d'analyser qui est tout à fait pertinente dans le cadre de textes plutôt courts comme des contes, des nouvelles, puisque là, la brièveté de la forme va faire en sorte que le narrateur va en rester assez strictement à ce qui peut donner sens à l'action, à ce qui peut expliquer l'action. Si on regarde la plupart des nouvelles de Maupassant sous cet angle, effectivement, les caractéristiques qui sont données aux personnages, la plupart du temps, sont des caractéristiques qui sont liées à l'action qu'ils ont à accomplir. Parfois, ce sont des caractéristiques qu'on va comprendre à la relecture, qui n'étaient pas claires du premier coup, mais à la relecture, en général, on va être en mesure de voir en quoi ces caractéristiques étaient liées à l'action à accomplir. Si on prend une vendetta, la veuve Saverini, comme l'indique cette dénomination, n'a pas d'époux. Il est indiqué plus tard qu'elle n'avait pas de famille non plus. Donc c'est une manière de dire que la vendetta ne pourra pas être accomplie par d'autres personnes qu'elle. D'un autre côté, elle est décrite aussi comme vieille, faible, malade. Ce qui fait donc qu'à ce moment-là, il y a comme une espèce d'incompatibilité
et une espèce d'énigme qui se met en place. Comment est-ce que, devant absolument accomplir la vendetta, mais ayant les plus grandes difficultés à l'accomplir par elle-même, va-t-elle réussir à l'accomplir pour de bon? Donc les caractéristiques ici, d'une part, contribuent à mettre la veuve Saverini en position d'agent principal pour la vendetta, et d'autre part, contribuent à la mettre en agent principal, peu ou prou incompétent, physiquement parlant en tout cas, pour accomplir cette tâche. Et du coup, une aide va être nécessaire pour que la veuve Saverini puisse accomplir cette tâche, et cette aide, ça va être l'intervention de Sémillante, la chienne. Dans le cas de Première Neige, l'héroïne est qualifiée de timide, douce, sans révolte, et ces caractéristiques vont être fondamentales lorsque viendra le temps pour elle de discuter avec son mari, puisqu'elle n'arrivera pas, à la lumière de ça, à imposer son point de vue, et ne va réussir à l'imposer que par une manière extrêmement détournée qui va consister à tomber malade. En revanche, si elle avait été dotée de compétences dialogales, argumentatives, élevées d'une manière ou d'une autre, probablement qu'elle aurait réussi à s'imposer auprès de son mari. Donc il s'agit de voir, évidemment en connaissant la nouvelle, en l'ayant lue, en voyant d'où on part et où on va, il s'agit de voir donc comment les caractéristiques qui sont attribuées au personnage vont être liées à l'action à accomplir. Comme je le disais, elles peuvent être parfois immédiatement compréhensibles. À d'autres moments, il va falloir relire le texte ou faire un certain nombre d'hypothèses pour comprendre pourquoi telle caractéristique était mise de l'avant. Si on reprend Boule de Suif, on peut voir qu'on a affaire d'un côté à des personnages qui appartiennent à des classes sociales aisées, le comte, Monsieur Carré-Lamadon, même l'oiseau, qui est un commerçant assez riche, et d'un autre côté, vous avez Boule de Suif, vous avez les Bonnes Sœurs, vous avez Cornudet, qui eux appartiennent à des classes sociales nettement moins favorisées. Alors au premier chef, on pourrait se dire qu'il s'agit simplement, entre guillemets, d'une manière de donner de l'épaisseur psychologique ou une ampleur sociale à cette nouvelle. À la lecture, on va se rendre compte que derrière ces caractéristiques sociales apparemment sans réelle fonction par rapport à l'action à accomplir, il va y avoir une critique portée par Maupassant. Il se trouve que les gens qui vont faire preuve de la moins grande moralité sont précisément des gens qui sont fortunés, qui sont aisés, qui appartiennent aux classes sociales élevées. Ce qui fait que du coup, une association se crée entre une absence de morale et une position sociale enviable. La nouvelle Boule de Suif ne dit pas explicitement que c'est parce que ces gens appartiennent à des classes sociales aisées qu'ils font preuve d'aussi peu de moralité. D'un autre côté, compte tenu des caractéristiques qui leur sont données au début de la nouvelle, cette espèce d'association ou cette espèce de lien finit par s'imposer de lui-même, compte tenu de la manière dont l'action se déploie. Donc dans un premier temps, et ce premier temps est absolument essentiel, si on a affaire à des textes dans lesquels la narrativité est manifeste et évidente, dans un premier temps, il va falloir voir dans quelle mesure les caractéristiques dont les personnages sont dotés, caractéristiques physiques, psychologiques, morales, sociales, etc., sont liées à l'action à accomplir, que ce soit pour la favoriser, pour l'expliquer, pour lui nuire, etc. Maintenant, dans un deuxième temps, surtout si on a affaire à des formes plus développées, je pense ici à des formes romanesques ou au récit dans sa forme contemporaine, là on va avoir d'autres éléments qui vont apparaître. Jusqu'à un certain point, il va toujours s'agir d'expliquer comment et pourquoi les êtres humains agissent. Donc, l'action ne va pas passer tout d'un coup brusquement à la périphérie des textes, au motif qu'on se trouve dans des formes plus longues que la nouvelle. D'un autre côté, il va y avoir une relative ou une partielle émancipation des caractéristiques des personnages par rapport à l'action qu'ils ont à accomplir. Je dis bien partielle. Parce que, à moins de se trouver dans des textes qui ne sont pas spécifiquement actionnels ou narratifs, le lien va toujours exister peu ou prou entre les caractéristiques et l'action à accomplir. Mais ces liens vont être moins immédiatement fonctionnels, moins immédiatement évidents, ce qui va faire en sorte que le personnage ne va pas être une espèce de marionnette liée à l'action à accomplir, mais le personnage va gagner une certaine complexité, une certaine richesse, une certaine profondeur, qui va faire en sorte que, oui, certes, le personnage est toujours lié à une action à accomplir, mais les caractéristiques dont il est doté vont être liées à l'action de manière plus large, de manière plus souple, de manière plus complexe. Et tout cela va évidemment dépendre des systèmes interprétatifs qui sont favorisés par les narrateurs ou les auteurs. Si on pense à Zola, le cliché veut que chez lui tout s'explique par le milieu et l'hérédité. C'est pas un cliché qui est totalement faux non plus.
C'est donc dire que les caractéristiques centrales pour expliquer l'action, l'agir, l'être, le devenir des personnages chez Zola, ça va être ce qui relève du milieu et ce qui relève de l'hérédité. Lorsqu'on a affaire à des romans beaucoup plus individualistes, on peut penser à des romans ou à des récits contemporains, à ce moment-là, ce qui donne sens à l'agir du personnage, pour autant qu'il y agir, c'est souvent l'humeur du moment. Donc du coup, le personnage n'est plus pensé à hauteur d'intégration sociale, mais simplement à hauteur d'affect vécu dans l'instant. Donc chaque texte va aussi fournir ces modèles d'interprétation de l'action du comportement humain, et c'est à la lumière de ces systèmes-là que certaines caractéristiques vont être mises de l'avant plutôt que d'autres dans tel ou tel texte. Je donnais plutôt l'exemple de Sarraute, et c'est vrai que lorsqu'on arrive dans ce genre de texte-là, où la dimension narrative passe réellement et concrètement à l'arrière-plan, et où, pour reprendre le cas de Sarraute, ce sont les questions de parole et de tropisme qui sont mises de l'avant, alors les caractérisations des personnages ne peuvent plus être pensées dans leur rapport à l'action. C'est pour ça que je revenais sur cette idée que l'importance, pour pouvoir analyser le personnage tel que je le suggère, c'est évidemment d'avoir affaire à un texte narratif, un texte où l'action, intérieure ou extérieure ou peu importe, possède une importance première à l'intérieur de l'univers fictionnel. Dans un troisième temps, on peut également considérer le personnage comme un point de vue sur le monde en général et sur l'action en particulier. On peut dans un premier temps et de manière paradigmatique penser à la nouvelle La Dot. On s'en souviendra, Jeanne, qui se trouve dans l'autobus, voit par la fenêtre les pieds de son mari qui est en train de monter sur l'impériale. C'est un exemple qui permet de comprendre ce que peut être un point de vue du personnage sur l'action. C'est-à-dire qu'un personnage peut avoir une manière de comprendre l'action qui va être, compte tenu de ce qu'il est lui-même, limitée, orientée, et une manière qui va faire en sorte, si c'est son point de vue qui prédomine, qu'on va pas être en mesure de saisir l'action dans toute son ampleur, ou encore qu'on va avoir un regard spécifique, particulier sur l'action. Le propre du regard de Jeanne dans La Dot, c'est d'être un regard partiel, un regard limité, et donc un regard interprétativement déficitaire. C'est pour cette raison qu'on va avoir deux personnages qui vont avoir pour fonction d'interpréter cette action que Jeanne n'a pas été en mesure d'interpréter. Reste que c'est cette idée qu'il va s'agir d'avoir en tête, que chaque personnage a évidemment une fonction par rapport à l'action, a des caractéristiques qui sont liées à l'action qu'il a à accomplir, comme on l'a vu dans les 2 premiers points de ce module, mais aussi le personnage, c'est un regard particulier porté sur l'action. Un regard qui, comme on vient de le voir avec le cas de Jeanne, peut être un regard partiel, limité, déficitaire, mais ça peut aussi être un regard simplement différent, original, particulier, ou qui peut, à certains moments aussi, induire le lecteur ou la lectrice en erreur. Jusqu'à un certain point, dans la serre, le point de vue dont on dispose avant la 2e nuit, c'est le point de vue de Gustave, qui lui n'arrive pas à comprendre ce que Palmyre attend de lui. Si on avait eu la perspective de Palmyre à ce moment-là sur ce qui était en train de se passer, probablement que, moyennant une mise en évidence de sa face interne, on aurait pu comprendre quelles étaient ses attentes par rapport à Gustave. Et réciproquement, lorsqu'on arrive dans la 2e nuit, le point de vue devient celui de Palmyre. On va suivre ce qu'elle voit pendant que Gustave est parti, c'est-à-dire concrètement rien. On va voir les hypothèses qu'elle fait sur l'action que Gustave est en train d'accomplir, hypothèses qui sont fausses, compte tenu de ce qui est, entre guillemets, effectivement en train de se passer, mais qui vont quand même être un point de vue, un regard particulier sur l'action qui est en train d'être accomplie. Donc tout personnage peut devenir aussi un point de vue sur l'action, un point de vue limité ou déficitaire, un point de vue partiel, un point de vue éclairant, un point de vue original, etc., etc. Dans La Dot, le point de vue des 2 personnages interprètes n'est pas grandement développé. On connaît juste, somme toute, les hypothèses apparemment pertinentes qui font sur l'action du mari, mais d'un autre côté, ces 2 personnages disposent d'un regard informé sur l'action ou d'un regard plus créatif ou plus conscient des réalités cruelles de l'existence que celui de Jeanne. Si on reprend Boule de Suif cette fois-ci, lorsque Boule de Suif est en train de coucher avec le Prussien à l'étage et que les voyageurs apprennent la chose, leur première réaction est une réaction de soulagement et de fête. Donc c'est une manière aussi de regarder l'action que Boule de Suif accomplit. D'un autre côté, vous avez à la fin de cette fête Cornudet qui dit que ce qui a été accompli est une infamie.
Ça aussi, c'est un regard particulier qui est porté sur cette action-là. Ce regard moral va rapidement être court-circuité par l'oiseau qui va dire en somme que si Cornudet, lui, n'est pas content, fait preuve de mauvaise humeur, c'est pas parce qu'il évalue moralement ce qui se passe, c'est parce que lui aurait voulu coucher avec Boule de Suif, que Boule de Suif n'a pas voulu, que là elle couche avec le Prussien et que lui, Cornudet, finalement, trouve ça pas très drôle. Donc l'interprétation que Cornudet faisait de l'action des personnages a été court-circuitée, et d'un autre côté, comme on le voit, ce que fait l'oiseau, c'est jeter un regard particulier sur l'action interprétative de Cornudet. Et le lendemain, lorsque Boule de Suif va voir les personnages au moment où la diligence s'apprête à partir, la plupart des gens vont détourner le regard. Et ça va être d'autres évaluations portées sur l'action de la jeune femme. Non plus le soulagement de la veille, mais le jugement sévère sur ce qu'elle a accompli, quand bien même elle a accompli ce qu'on lui a demandé d'accomplir. Le regard que le personnage jette sur son action peut aussi être un regard assez mystérieux initialement. Dans le cas de Première Neige, ce qu'on a, c'est une jeune femme qui estime qu'elle est heureuse, quand bien même elle va mourir. Le fait qu'elle va mourir, c'est la conséquence de son action, elle n'a pas voulu guérir et s'est débrouillée pour demeurer malade et de le demeurer jusqu'au point où elle va mourir. Mais de son point de vue à elle, quand bien même elle va mourir, elle est heureuse. Donc là, en tant que lecteur, lectrice, on se demande mais comment est-ce que ce regard sur sa propre action est possible? Comment est-ce qu'il se fait que, étant sur le point de mourir, elle est néanmoins heureuse? Et le texte va être d'une certaine manière la genèse du regard que la jeune femme en vient à porter sur elle-même. On va finir par comprendre pourquoi son point de vue sur ce qu'elle a fait, sur les conséquences de ses actions, est un point de vue positif, même si les conséquences consistent à devoir mourir à court terme. Pour prendre un dernier exemple, si on regarde dans une Vendetta, l'une des choses intéressantes dans cette nouvelle, c'est que lorsque la veuve Saverini a son idée pour se venger, lorsqu'elle comprend comment elle va pouvoir faire, quels moyens elle va pouvoir utiliser, le texte nous montre tout ça de l'extérieur. On voit juste les gestes que la veuve pose. On ne sait pas qu'elle cherche à dresser ses miantes. Tout d'un coup ici, sur l'action accomplie, on n'a plus le point de vue de signification de base. Quelle est l'action accomplie? Le point de vue du personnage, mais c'est un point de vue extérieur, le point de vue d'un éventuel voisin qui regarderait ça et qui ne comprendrait pas ce que la veuve Saverini est en train de fabriquer. Donc comme on voit, le regard porté sur l'action peut être de base un regard qui va simplement identifier l'action accomplie, peut être un regard qui va l'identifier totalement, qui va l'identifier partiellement, mais ce point de vue peut également être une interprétation de la valeur de l'action, une manière de valoriser positivement, négativement, l'action accomplie, une manière de l'intégrer à un système de valeurs. Et donc, en bout de ligne, c'est la complexité des systèmes de valeurs, la complexité des regards qui peuvent être portés sur le monde que les différents personnages finissent par mettre en scène. Donc l'analyse des personnages peut se faire en 3 étapes. D'abord, analyser la fonction que les personnages occupent par rapport à l'action, une fonction précise par rapport à l'action concrète, plutôt que l'application d'un schéma général qui a par ailleurs ses vertus. Deuxièmement, voir en quoi les caractéristiques du personnage sont dans un premier temps liées à l'action à accomplir, que ça soit de manière immédiate en ayant des compétences ou des incompétences, ou de manière plus générale en offrant un cadre d'explication du comportement du personnage, donc en partant somme toute du plus proche de l'explication de l'action jusqu'à une émancipation progressive qui fait que le personnage gagne en vraisemblance, en épaisseur, dépasse le stade de la marionnette un peu caricaturale pour tendre vers une représentation complexe d'être humain. Et dans un troisième temps, on peut voir comment le personnage est un point de vue à la fois physique, à la fois de sens immédiat et de valeur sur l'action accomplie.